Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Commençons par évoquer une décision troublante, passée inaperçue dans un climat de peur et à l'approche des fêtes. La nuit du 15 au 16 décembre, les députés français devaient se prononcer sur un amendement à la loi de finances prévoyant de rendre obligatoire le reporting fiscal pour les grandes entreprises. Alors l'enjeu, c'est de relocaliser les bénéfices de ces entreprises là où elles font, donc dans les pays où elles font leurs bénéfices. Et quoi de mieux pour le faire que la transparence? Concrètement, il s'agit d'un dispositif visant à lutter contre la fraude fiscale en contraignant les firmes françaises à rendre publics les chiffres d'affaires, bénéfices, impôts et subventions dans chaque pays où elles exercent leurs activités. L'intérêt principal étant de savoir si ces entreprises transnationales payent leurs impôts là où elles sont réellement implantées ou dans des paradis fiscaux où leur présence se réduit à une boîte postale. Mesure de salut public alors que l'évasion fiscale est estimée chaque année en France autour de 35 milliards d'euros. En cette nuit de décembre, tout avait bien commencé. Certes, les députés étaient peu nombreux, 52 sur 577. Mais les présents semblaient prêts à valider cette mesure, la votant en première lecture par 28 voix contre 24. C'est quand le gouvernement demande une suspension de séance que les choses se compliquent. Le gouvernement est opposé à cette disposition et j'avertis d'ores et déjà l'Assemblée que le gouvernement va demander une deuxième délibération. Pendant 40 minutes, le secrétaire d'État au budget va se réunir à huis clos avec tous les députés de la majorité. À leur retour, le rapport de force au sein de l'Assemblée s'est inversé. Un nouvel amendement qui supprime celui adopté une heure plus tôt est à son tour adopté par 25 voix contre 21. Bien sûr, ce retournement de situation provoque un certain malaise et pose de nombreuses questions. En premier lieu, on peut trouver gênant que moins de 10% seulement des députés soient présents en session parlementaire. Notons au passage que cet absentéisme transcende largement les clivages politiques traditionnels. Mais au-delà, on peut surtout se demander ce qui motive à prendre une position contre une mesure destinée à empêcher quelques très grosses entreprises de détourner à leur propre profit des sommes destinées à la collectivité. Rappelons que si la fraude fiscale s'élève réellement à 35 milliards d'euros par an, cela représente la moitié du déficit public annuel, soit 3 fois le trou de la sécurité sociale ou encore plus de 50 fois le montant de la fraude sociale. Dans un contexte de crise où tout est prétexte à un nouveau coup de rabot dans les finances publiques, est-ce normal de laisser faire cela? Ce qui nous amène à la dernière question. Comment des élus peuvent-ils retourner leur veste en pleine session parlementaire? Quelle pression ont-ils pu subir et de la part de qui? En gros, ces députés représentent-ils toujours l'intérêt national et la parole de ceux qui les ont élus, ou le pouvoir véritable se trouve-t-il ailleurs que dans l'hémicycle? Évoquons maintenant le feuilleton politique qui a rythmé les fêtes de fin d'année, celui de la déchéance de nationalité. À la suite des attaques terroristes du 13 novembre, le président de la République a décidé de modifier la Constitution pour étendre la possibilité de déchéance de nationalité à tout citoyen français binational en cas d'atteinte aux intérêts de la nation. Cette décision a suscité de fortes polémiques, notamment du fait qu'elle entraîne une inégalité de traitement devant la loi et la création de plusieurs catégories de Français. C'est symbolique parce que ça porte atteinte à un des fondements républicains de notre République, un élément de ce socle de la République qui est ce que l'on appelle le droit du sol. Peut-on sérieusement penser que la menace de déchéance de nationalité aura un effet quelconque sur une personne sans repère prête à commettre un acte terroriste? N'est-ce pas même faire peser un risque supplémentaire sur des Français que d'expulser un terroriste potentiel vers un autre pays où il nous sera impossible de le surveiller, au lieu de le garder à l'œil en France et de s'assurer qu'il ne constituera pas une menace à long terme? Visiblement, ce n'est pas l'efficacité antiterroriste qui est recherchée par le gouvernement, mais bien l'effet d'annonce à l'approche d'élections présidentielles à haut risque pour François Hollande. Et s'il y a bien une chose à déplorer, c'est ce cynisme qui a contaminé l'ensemble d'une classe politique cherchant davantage à se perpétuer qu'à trouver des solutions réelles aux problèmes des gens. Nous aurions cependant tort de nous contenter ici de ce genre de dénonciation, car cette mesure pose en filigrane la question importante de l'identité française. Pour le gouvernement, il semblerait que cette question soit intimement liée au lieu de naissance ou aux origines des parents. Pourtant, si les attentats de Paris nous ont appris quelque chose, c'est bien que la France est avant tout l'adhésion à un contrat se résumant en 3 mots: liberté, égalité, fraternité. Si on peut légitimement considérer qu'un apprenti terroriste ou qu'un extrémiste religieux prônant la soumission des femmes et l'application de la charia ne respecte pas ce contrat, peut-être pourrait-on légitimement aussi considérer qu'il en est de même pour d'autres types de personnes. Que dire, par exemple, d'un Alexandre de Juniac, PDG d'Air France, qui brise des vies et des familles en mettant 3000 personnes au chômage, qui dégrade l'image d'un fleuron de notre économie et qui prône le retour au travail des enfants? Ou de n'importe quel exilé fiscal contribuant à la ruine de ses concitoyens.
attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? À l'heure où tout est fait pour que l'on ne réfléchisse pas et que l'on réagisse uniquement sous le coup du choc et de l'émotion, peut-être est-il temps de se poser ce genre de questions. Et tout de suite, notre nouvelle rubrique, le reste de l'actualité, résumé en 1 minute 38 à peu près. Un calamar géant vivant de 3,7 mètres de long a été filmé dans la baie de Toyama au Japon le 24 décembre. Ces calamars géants vivant dans les eaux profondes ne sont normalement pas observables si près de la surface. Ils seraient, contrairement à la plupart des espèces, affectés favorablement par le réchauffement climatique. À l'heure où l'inquiétude pèse sur notre capacité à enrayer la montée des températures, et si le kraken, cette pieuvre géante qui terrorise la culture populaire depuis le Moyen-Âge, était ici messager plutôt que monstre venu des profondeurs? Une nouvelle qui n'en est pas une, les Français ne se sentent pas représentés. Selon un sondage, 88% des Français estiment que la classe politique ne se renouvelle pas assez. Ce qui est montré ici, c'est un déficit de représentativité dans notre système où près de la moitié de nos députés sont au moins sexagénaires alors que les plus de 60 ans ne représentent qu'un quart de la population française, soit le même taux que les 15-35 ans. Cela montre surtout que dans un système qui s'essouffle, ce qu'il est urgent de renouveler, ce sont nos manières de faire de la politique. Martin Shkreli, l'homme qui avait causé l'un des plus gros scandales de l'année 2015 en augmentant de 5500% le prix du Daraprime, un médicament essentiel aux malades du sida et dont nous avions parlé dans une émission précédente, a été arrêté pour fraude à la fin de l'année et sacré la pire personne de 2015 par le magazine GQ. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'on a un gros compte en banque qu'on peut se permettre d'être une raclure. Les États-Unis ont enfin interdit la fabrication de microbilles de plastique utilisés dans l'industrie cosmétique à compter de 2017 du fait de leurs effets dévastateurs sur l'environnement. Les 300 000 microbilles d'une bouteille de gel douche gommant viennent s'ajouter aux 300 tonnes annuelles dans nos océans et grossir les continents de plastique. Si la France n'envisage pas de les interdire encore, il n'est jamais trop tôt pour cesser d'utiliser les produits qui en contiennent, d'autant plus que le plastique, dérivé du pétrole, n'est pas non plus sans conséquence sur la santé. Pour finir cette émission sur une note positive, partons maintenant en Espagne, pays pourtant durement touché par la crise. Casi 8 millones de trabajadores ganan por debajo de los 1000 euros o mucho menos. Esa es su recuperación. Crise économique, crise sociale, mais aussi crise politique, culturelle, crise de civilisation et au final, crise de régime. Pays où la corruption, le népotisme et l'immobilisme sont devenus endémiques. Mais pays où le mal-être en résultant a pris corps en mai 2011 dans un mouvement de contestation généralisé d'un type inédit en Europe. Pendant plusieurs semaines, de jeunes Espagnols, qui ne s'intéressaient plus depuis longtemps au spectacle offert par les politiciens, ont décidé de sortir se rencontrer sur les places publiques et de se préoccuper ensemble de l'avenir de leur pays. Ensemble, ils ont fait l'expérience de nouvelles formes de prise de parole et ont remis en question les vieux cadres tout en disant aux hommes politiques installés depuis 40 ans qu'ils ne les représentaient pas. Ces mêmes politiques rigolaient alors face à ce qu'ils voyaient comme une crise d'adolescence, répondant avec dédain que s'ils n'étaient pas d'accord avec eux, ils n'avaient qu'à créer leur propre parti. Eh bien, ce fut fait 3 ans plus tard et aujourd'hui, plus un seul de ces hommes politiques ne rigole. Le 20 décembre dernier avaient lieu en Espagne les élections générales et le jeune mouvement Podemos, issu de la rencontre entre les indignés et un groupe de jeunes politologues animant ensemble une émission de télévision, est devenu la 3e force du pays avec plus de 20% des voix. Les particularités de Podemos, une volonté de défendre les gens face à une caste ayant accaparé les pouvoirs politiques, économiques et médiatiques au-delà du clivage gauche-droite. Une priorité aux mesures répondant à l'urgence, au réel, comme la gratuité des soins ou de l'éducation, le retour au secteur stratégique sous le giron de l'État ou le versement d'un revenu de base à tous les Espagnols. Et surtout, une proximité avec le ressenti, les références et les aspirations de chacun qui, en à peine plus d'1 an, a ringardisé toute la vieille classe politique. À la fois instrument et symptôme de changement, Podemos est devenu, fin décembre, un acteur majeur sur la scène espagnole, rendant de fait le pays ingouvernable sans de profonds bouleversements. Difficile de savoir alors ce qu'il adviendra, mais au moins les choses sont-elles en mouvement. Telle est au final la première leçon que nous pouvons retenir de Podemos. Quand tout semble figé, il suffit parfois de se mettre en mouvement pour que les choses changent. Si eux sont acteurs du changement, pourquoi pas vous ? C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.